Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau Disputandum, le débat citoyen de Noah. Nathan Soyeux avait 23 ans. Ce jeune rugbyman amateur est décédé dimanche dernier des suites d'un choc reçu lors d'un match. C'est le 4e décès en 8 mois dans ce sport. Le rugby est-il devenu trop violent, trop dangereux ? Faut-il avoir peur pour nos gamins qui pratiquent ce jeu ? Est-il urgent de revoir les règles pour sécuriser les joueurs ? Les instances nationales et internationales sont-elles coupables de laxisme? Pour en débattre sur ce plateau, des invités qui connaissent parfaitement ce sport. J'ai le plaisir d'accueillir Christian Bagat, médecin, actuellement médecin, et vous êtes l'ex-président de la commission médicale à la Fédération française de rugby, ancien président du comité Côte d'Argent, et on pourrait en rajouter. Également Bonsoir. sur ce plateau, Stéphane Pomarède, ancien arbitre de Top 14, et vous êtes aujourd'hui instructeur, ça veut dire que vous encadrez de futurs arbitres. Cameron Pierce, vous êtes ancien international canadien, ancien joueur de la section paloise, et puis vous avez été victime d'un grave traumatisme qui a mis fin à votre carrière. Pascal Judas, bonsoir, que je connais bien, journaliste à la rédaction des sports. Chez nous, vous êtes spécialiste du rugby. Merci à tous les côtés. Et puis, bien sûr, vous qui nous regardez, vous pouvez témoigner, amener vos questions via nos pages Facebook ou depuis Twitter, #Noah. Le 19 décembre dernier, la famille du rugby se recueillait à Paris pour rendre un dernier hommage au jeune espoir du Stade français, Nicolas Chauvin, décédé des suites d'un plaquage lors d'un match contre les Espoirs de Bègles. Christian Bagat, ce drame a bouleversé le monde du rugby. Est-ce qu'il aurait pu être évité ? C'est vraiment le cas c'est un accident dramatique, mais c'est vraiment un accident. Je pense que après avoir analysé la vidéo pendant de nombreuses fois, on voit qu'il y a vraiment un impact qui se fait directement tête contre tête, avec le garçon qui baisse la tête, l'autre qui vient le percuter. À 1 centimètre à droite ou à gauche, on n'a pas un tel drame. Et c'est vraiment un accident dramatique. Et il meurt sur le coup d'ailleurs, et il est réanimé avec forte persuasion par les secours. Et ça a été terrible parce que son cerveau n'avait pas respiré et il est mort très très vite. Alors vous dites que c'est un accident, Christian Bagat, il y a, je le rappelle, une série de décès, 4 Absolument. en 8 mois, et d'accidents. Est-ce qu'on peut considérer que cette série noire, c'est le fait, l'accumulation des accidents normaux qu'on pourrait accepter comme normaux dans un sport qui est un sport de combat, un sport physique, un sport d'impact? On ne doit pas accepter que des enfants meurent sur les terrains de rugby en venant faire un sport et en venant jouer. C'est inacceptable. Donc il faut que les instances prennent le même travail qui a été fait à la fédération lorsqu'il y a eu les tétraplégies sur les mêlées. Nous avons beaucoup travaillé, l'IRB s'en est mêlé et on a modifié les règles, ce qui a permis de terminer avec 0 tétraplégique dans les mêlées. Il faut faire exactement la même réforme au niveau des Oui, on va y plaquages. revenir sur les plaquages, sur ce qu'il faut faire. Alors Stéphane, pour rester un peu sur ces épisodes dramatiques qui aujourd'hui impactent et marquent le rugby français, et d'ailleurs le questionnent, puisque la Fédération française de rugby a déjà organisé un certain nombre de réunions. Vous étiez arbitre de Top 14, vous avez donc arbitré ces joueurs qui sont des joueurs, on y reviendra tout à l'heure, surpuissants. Quand il y a des chocs comme ça sur le terrain, vous qui êtes en première ligne, vous voyez tout de suite la dangerosité ou c'est difficile ? Ah oui, on voit très rapidement la dangerosité de l'action, de la situation de jeu. En l'occurrence, sur cette situation sur le stade de Musard, ce qui s'est passé, l'arbitre a très rapidement vu ce qui se passait. Il a même très bien réagi puisqu'il a participé à la réanimation. Mais l'évolution qu'on a pu percevoir aussi dans le jeu a augmenté ces chocs et les règles ont essayé de suivre, mais c'est un petit peu complexe. Et en tout cas, l'arbitre est toujours là pour essayer de protéger le joueur, protéger l'intégrité du joueur et en s'appliquant bien sûr sur les règles qui existent. Est-ce que c'est un sport de brut? Parce que vous voyez, on a sur les réseaux sociaux, je regarde, on a des réactions. Pour moi, le rugby est un sport de brut. C'est un sport de brut Non, c'est bien dommageable parce que les accidents sont là. Je reviendrai juste avant sur ce que vient de dire Stéphane. Lorsque l'arbitre s'en rend compte, il y a un laps de temps
qui existe, qui n'est pas très très long, hein, qui dure même pas 1 minute, mais moi j'ai analysé image par image. Dans un premier temps, tous les joueurs sont en train de se replacer pour l'accident qui s'est passé à Bègles. Ça se passe à 2 pas de mon bureau en plus. Et lorsque on voit les joueurs, ils sont en train de se replacer. Et c'est un joueur qui est juste derrière, qui est un joueur qui joue au centre, je crois. Il s'aperçoit il s'est passé quelque chose d'anormal, mais les autres joueurs sont tous en train de se replacer, et même l'arbitre. Et puis, c'est justement, l'attention est attirée par le fait qu'ils ne se relèvent pas, et ils vont. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, on le voit tous les dimanches, sauf que là, le gosse ne se relève pas. Et c'est là qu'on commence à prendre la mesure de la gravité de la situation. D'accord ? Voilà. Et la question qui était posée juste après... Non, c'était justement, je demandais le rôle de l'arbitre dans la situation, et Stéphane... Il a été très bien. Pascal Duchâsse, vous êtes l'homme des statistiques ce soir. Vous pouvez nous donner quelques chiffres, justement, parce que on sait que c'est un sport qui, aujourd'hui, est beaucoup plus exigeant physiquement. Alors, beaucoup plus exigeant. Je vais vous sortir 2-3 chiffres, en fait. Avant, championnat, l'équivalent du top 14, 22 journées, 22 matchs. Plus le tournoi des 5 nations de l'époque, donc on va dire, grosso modo, on était à une 30aine de matchs dans la saison. Aujourd'hui, top 14, 28 journées, plus les Coupes d'Europe, à peu près en moyenne 9 matchs, plus les rencontres internationales avec le tournoi Destination, vous êtes à 47 matchs en moyenne par joueur par an. Donc on est passé à un niveau au-dessus, on a presque doublé, on a doublé le nombre de matchs. Et c'est un facteur aggravant. C'est un facteur aggravant, surtout que le temps de jeu effectif dans la même période a lui aussi doublé. On est passé de presque une 20aine de minutes à 40 minutes de jeu effectif. D'où la nécessité d'être beaucoup plus fort physiquement. Oui. Alors on verra, il y a aussi des adaptations au niveau de l'arbitrage, ces protocoles promotion dont on va peut-être parler, qui permet justement aujourd'hui aux joueurs qui est pressenti comme blessé de l'extraire. Ça a permis d'améliorer les situations. Ça a été une solution qui a été apportée pour essayer de pallier un peu à ces commotions qui passaient un petit peu inaperçues et qui pouvaient engendrer des suraccidents si le joueur restait sur le terrain. Donc ces protocoles-là se sont multipliés. L'utilisation qui en est faite est tout à fait justifiée. Et ça permet aux joueurs de passer devant une batterie de tests devant un médecin qui permettent de déterminer s'il est capable de revenir sur le terrain ou pas. Alors Cameron, je vais venir à vous. Vous avez été victime d'une commotion cérébrale il y a 3 ans lors d'un match avec votre équipe Pau contre Castres. Vous allez nous en parler après, juste que l'on revoie cet accident de jeu. C'est l'extrait d'un reportage réalisé par mon confrère de Stade 2, Thierry Villardi. Regardez. Ce match avec les Espoirs de Pau n'est qu'une étape, mais ce sera la dernière pour Cameron dans le rugby. Instantanément après ce choc, sans même perdre connaissance, il n'est déjà plus tout à fait le même. Malgré ses 2 mètres et 110 kilos, Cameron bascule et sa vie avec. Et alors Cameron, vous voyez ces images que vous avez dû évidemment revoir maintes et maintes fois. Est-ce que vous avez eu, vous, tout de suite conscience de la gravité de votre blessure ? Tout de suite, non, parce qu'on prend souvent les chocs dans les matchs. C'est assez normal de prendre de te mettre en derrière comme ça. Mais au bout de 5 minutes, j'étais dans les nuages, j'étais pas bien. En plus, on voit l'arbitre taper sa tête 3 fois en disant aux entraîneurs que j'étais pas bien. Donc, c'était un match espoir. Et à ce moment-là, en 2016, la règle, c'était si je sors, il faut que je sorte définitivement. Et comme c'était un match en espoir, et je voulais rejouer en top 14 le week-end après, j'ai mis la pression sur moi pour rester sur le terrain. Mais s'il y avait un carton bleu à cette époque... Il n'y avait pas le carton bleu qui vous aurait protégé. Mais s'il y avait, on voit bien qu'il devrait me... Et donc là, l'arbitre n'a pas joué son rôle? Non. Il ne pouvait pas. Il n'y avait pas de carton bleu à ce moment. Ah oui. C'était dans l'année 2016. Donc on n'était pas...
Ce protocole n'existait pas. Enfin, le protocole commotion existait, mais il y avait d'autres contraintes. Et effectivement, si Cameron était sorti, il ne pouvait pas revenir, il ne passait pas ses tests en direct. Voilà. Donc vous avez choisi, vous de rester sur le terrain jusqu'au moment où vous n'avez pu continuer. Jusqu'au moment où je me suis dit, bon, j'étais dans les nuages, je ne pouvais pas courir comme il fallait, donc j'avais la tête qui tourne, donc je me sortis tout seul. Mais après, on revient sur le protocole commotion qui existe maintenant, quand on peut sortir pendant 10 minutes. Avec ça, je suis complètement pas d'accord. Je pense que c'est une règle qui... Il faut qu'on voit bien si ça protège bien les joueurs. Parce que quand on sort pendant 10 minutes et on limite les symptômes d'arriver dans les 10 minutes, les symptômes peuvent arriver le jour après, 2 jours après, une semaine après. Donc là, on va demander l'expertise du médecin, Christian Bagat. C'est ce que dit Cameron. C'est vraiment un progrès qui a été fait, qui est considérable, mais ça ne suffira pas. Il faut vraiment avoir affaire à des spécialistes en neurologie. C'est ce que nous avons fait à la Fédération française du rugby. C'est ce qui est en train de faire par Bernard Laporte, qui en a pris conscience et qui sait très bien tout ce qu'il faut faire maintenant pour éviter tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Si on doit rentrer sur le fond du débat, il ne faut jamais faire jouer d'abord des espoirs qui ont 4-5 ans d'écart entre eux. Si on veut modifier, il faut qu'on aille sur le plaquage. Il y a plein de choses. Je regardais son plaquage. Ton plaquage, quand tu vas le chercher, c'est que tu mets la tête en avant. Si tu la mets sur le côté, tu vas la prendre sur l'épaule. Là, tu le prends tête en bas. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a plein de gestes aussi techniques qu'il va falloir revoir dans l'éducation et la formation de nos jeunes, parce que voilà. C'est quand même quand on l'a vu sur l'impact à Bègle, on le voit sur son impact à lui, il a la tête en avant. Il y a une faute technique là. Et l'autre, c'est pas une faute technique. Lui, il se met sur ses appuis, mais il doit éviter avec la tête pour pas le prendre en face. J'étais pas prêt. Je pense qu'il va chercher une autre. Exactement. Il pense qu'il va. Ouais. C'est là qu'on en arrive à la percussion, à l'affrontement, au lieu d'avoir l'évitement. Si le type il va un peu sur le côté, il va le prendre sur le côté. Il a jamais ça, jamais. Et c'est de là que viennent tous ces problèmes que nous avons. Moi, je parle en tant que traumatologue. Alors, on va y revenir bien sûr aux conséquences médicales. Alors, vous êtes costaud, Cameron, et vous étiez préparé pourtant. Ça, je vous l'affirme. Oui, ça se voit. Alors, comment, au fond, est-on arrivé à un tel degré d'intensité, des joueurs surpuissants, un jeu direct? En 15 ans, le rugby s'est complètement métamorphosé. Vous voyez ce reportage d'Arnaud Matteoli. Des impacts de plus en plus durs. La raison, une augmentation de la masse musculaire, plus 15 kilos en 10 ans. Mon fils, qui n'a que 13 ans, depuis qu'il est rentré en sport-études, ne me parle que de prise de masse, alors mange beaucoup plus, mais il se pèse tout le temps. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Et moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu à autre chose que le gabarit pur et dur. Des différences physiques dans un rugby d'affrontement où l'on retrouve des gabarits inégaux. Quand mon fils on m'annonce qu'il est surclassé, c'est une fierté d'un côté, mais d'un autre côté, on se dit oui, il est surclassé, donc il va jouer avec des enfants plus âgés, plus musclés. Est-ce que c'est une bonne idée? Il faut leur laisser le temps de grandir, et puis s'ils doivent devenir pro un jour, ils le deviendront, et c'est pas la peine de trop anticiper. Mais sauter carrément une catégorie, à quoi ça sert? Alors cette catégorie espoir est-elle devenue celle de tous les dangers? Avant chaque match, j'ai peur qu'il se passe quelque chose de grave. Et ça, c'est nouveau. Et pourquoi? On a des gamins qui ont à peine 18 ans, des fois on attend qu'ils aient 18 ans pour jouer, et ils rencontrent des gens qui jouent en top 14, qui ont 22, 23 ans. Et il y a un monde, il peut y avoir 5 ans de différence avec un jeu totalement différent, et là on prend des risques, d'autant plus qu'actuellement, ce n'est pas l'évitement, c'est l'affrontement. Et si l'essence même du rugby, le jeu de passe, de mouvement, permettait d'éviter de nouveaux drames? Alors Stéphane Pomared, on a vu dans ce reportage qu'il y a évidemment aujourd'hui des joueurs, on en parlera avec tout à l'heure, les statistiques encore va nous donner Pascal, sur la puissance de ces joueurs. Mais là on voit le cas de cette maman qui dit mon fils est surclassé. Ça existe encore le surclassement. Donc on peut mettre des jeunes dans une catégorie supérieure. C'est pas là le risque?
Ça fait partie des risques, effectivement. Depuis cette année, depuis cette saison, il y a de nouveau cette possibilité d'être surclassé. On peut se questionner par rapport à est-ce que c'est vraiment bénéfique pour le joueur. Alors pour certains joueurs qui auront ces capacités à passer le cap et à maintenir ce cap, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'il faut vraiment cibler les joueurs qui peuvent être surclassés et même se questionner sur ce surclassement. Ouais. Alors on parle de la catégorie espoir, puisque c'est une catégorie qu'on montre un peu du doigt, c'est une catégorie charnière, donc c'est des gamins qui ont 18 ans, qui peuvent se retrouver en top 14. Une réaction, Cameron? Ça peut être aussi le contraire. Moi, j'étais un joueur pro qui est descendu en espoir. Ah, oui. Et j'étais franchi par un espoir, par un jeune. Donc, c'est l'âge, franchement, ça porte pas beaucoup de choses, je crois. Alors, quand même, Christian Bagat, il y a une question quand même de structure, là, sur des gamins qui ont... Je m'étais positionné, donc je ne vais pas refaire l'histoire, parce que l'histoire, elle était très simple, c'est que j'avais interdit les surclassements à mon époque. Tout simplement parce que justement il y avait trop d'écart. On voit des gabarits, j'ai des photos, on voit des gabarits qui sont complètement différents et on voit surtout une technique et des positionnements, une acquisition de la technique qui est différente quand on a, même pour un gosse de 14 ans que l'on fait jouer en cadet, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Et puis ce n'est pas possible pour un gosse que l'on fait jouer. Autrefois, c'était les Crabos, les Réchelles, et ensuite on passait dans la catégorie senior. Mais là aussi, on avait une période probatoire de 2 ans dans laquelle on avait les espoirs. C'était très bien. Et je pense que ça, d'ailleurs Bernard Laporte est en train de revenir sur ces décisions-là. Je pense qu'il va le faire sur toutes les décisions. Je crois qu'on a eu un seul surclassement à une certaine époque, parce que c'était vraiment quelqu'un qui avait le gabarit, qui avait la technique, qui avait tout pour pouvoir... Mais ce sont des exceptions. Et c'est des choses très rares. Alors qu'aujourd'hui, on veut le faire au tout venant. C'est pas possible. C'est pas possible. Le petit qui est parti, malheureusement, du Stade français, 18 ans. L'an dernier, il jouait en Balandrade, pas en Balandrade, je ne sais plus dans quelle équipe, Balandrade, je ne me trompe pas. Et donc, vous vous rendez compte, il a franchi carrément, c'est comme s'il avait franchi 4 divisions. Exactement. Non, mais c'est débile. Débile. Mais là, vous dites c'est débile. Et dramatique. Mais d'accord, mais Christian Bagat, c'est débile, mais qui est responsable? C'est les éducateurs, les présidents de clubs fédération, à ce moment-là, je ne sais pas comment on a changé ces choses-là, mais c'est... Voilà, je suis vraiment ferme là-dessus parce que c'est vraiment important de laisser les jeunes jouer dans leur catégorie. C'est vraiment très important. Ils vont à la fois acquérir de la technique, ils vont tout apprendre, etc. Quand j'entends la maman qui tolère que son fils prenne des produits pour qu'il grossisse, etc., il peut prendre toutes les musculations du monde. Il aura le tendon qui va avoir le tendon de son âge. Il va avoir une force musculaire qui est anormale pour son âge. Et on va avoir des ruptures tendineuses, des problèmes pathologiques qui vont arriver. C'est ça qui est dramatique. Pascal, sur ces morphotypes, vous avez quelques chiffres à nous donner parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. On va comparer deux périodes. Donc 87, 2011. 87, le plus flagrant, ce sont les 3/4 centres. Donc 87, moyenne 1m80 pour 80-82 kg. 2011, 1m90 pour ce qu'on appelle le quintal, donc presque 96 à 100 kg. Dans le même temps, vous avez vu un nombre d'affrontements directs, les plaquages, les rucks, les déblayages, donc des contacts directs, on y va avec la tête, ce qu'on appelle vulgairement, je pense, le pick and go. Plus 200 en moyenne, pour refaire un petit schéma, 87. 2 finales de Coupe du Monde, France, Nouvelle-Zélande, 87. Plaquage, 160 en 87. 282 plaquages pour la finale de 2011. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Plus 76%, donc ça n'a pas arrêté de plaquer. Et Cameron, vous étiez dans le système, donc quand on voit ces chiffres, c'est-à-dire qu'il faut être surentraîné. On dit les joueurs de rugby sont les gladiateurs des temps modernes. Vous étiez, vous avez vécu de l'intérieur, vous étiez poussé. Vous considériez que vous étiez un peu même des hommes un peu. Personnellement, quand j'arrivais à Clermont en 2011. J'avais 19 ans et je me souviens bien parce que j'étais pas dans une bonne place. Donc j'avais un petit journal, j'ai écrit les trucs. Et je me souviens, j'ai écrit que je me sentais que j'étais formé pour être un fusil, pour être une arme.
Et c'était... Moi, je suis très gentil à la base. J'aime pas la violence, j'aime pas des choses comme ça. Donc pour moi, c'était un peu choquant. Choquant. C'est-à-dire que vous considérez que vous étiez un peu des hommes un peu expérimental. Pas expérimental, je vais pas dire ça. Mais on voulait tous aller jouer au top 14, au plus haut division possible. Mais maintenant, quand on est plus grand, plus guerre, il y a plus d'opportunités, il y a plus de chances qu'on va jouer. Moi, quand j'étais joueur, j'avais 110 kilos, 112 kilos et j'étais très léger pour mon poste. Donc, il fallait que je mange, je fais du muscu, je me batte pour être sélectionné tous les week-ends. D'accord, donc... Parce qu'à la titre, encore d'exemple, 110 kilos, Jonah Lomou, c'était 118 kilos pour 11 secondes au 100 mètres. Ouais. 118 kilos, 11 secondes au 100 mètres. Aujourd'hui, en équipe de France, Antonio, il fait 146 kilos. Alors, comment on fait pour développer des masses musculaires comme ça, Christian Bagat? Parce que c'est pas, même si, bon, il y a le travail, il y a des méthodes d'entraînement plus évoluées, mais quand même. J'ai dû louper quelques épisodes de l'entraînement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Non, j'ai suffisamment travaillé sur la lutte antidopage pour pouvoir parler de cela. Non, il y a beaucoup de travail qui est fait en musculation, etc. Mais je reviens, quand vous faites beaucoup de musculation, vous perdez de la vélocité, vous perdez certaines choses. Aujourd'hui, je crois que ce qui a faussé un peu le rugby que nous vivons aujourd'hui en France notamment, ce sont les Iliens. Les Iliens, ils ont une formation physiologique qui est différente de la nôtre. Ils sont très grands, je parle des Fidji, je parle des Samoa, je parle de certains All Blacks, etc. Ils ont une formation physiologique qui est complètement différente. D'ailleurs, on l'avait travaillé dessus et on s'était rendu compte que ces gens-là, ils avaient un hypermétabolisme et ils ont tous des gros problèmes après avoir fait une carrière sportive et même dans la population normale qui ne fait pas de rugby, ce sont des gens qui souffrent après de syndrome métabolique avec des problèmes de diabète, des problèmes d'hypertriglycéridémie, enfin tout un tas de choses qui enrichissent leur sang. En fait, ils ont un moteur explosif. Et ce moteur explosif, avec de la puissance et puis de la vitesse, si vous les regardez bien, d'ailleurs, on avait travaillé dessus, on s'aperçoit que quand un type vient de ces îles, vient de faire une action, si vous jouez sur le même côté, sur la même chose, vous verrez qu'ils mettent un temps de récupération et vous pouvez les passer à ce moment-là parce qu'ils ont un temps neutre dans lequel ils n'avancent pas. Et vous les regarderez bien et vous verrez que quel que soit le joueur, si vous jouez sur le même côté qu'eux, vous allez les passer. Parce que tout simplement, physiquement, ils explosent. Il faut un temps de récupération qui dure 1 minute, 2 minutes. Mais si vous attaquez sur ce moment-là, vous verrez, ils n'avancent plus. Et vous regarderez maintenant à la télévision et vous verrez que ça existe. Ceci étant dit, c'est des métabolismes que nous n'avons pas. Ce n'est pas du tout les mêmes. Donc ça veut dire que ça fausse un peu aussi dans le championnat. Mais ça nous fausse le championnat parce que ça nous fait des grands joueurs et donc les autres veulent être à leur niveau. Donc ils s'obligent à être costauds pour les plaquer. Donc le jour où le plaquage va être en bas, d'ailleurs la plupart des grosses fautes, c'est eux qui les font. Parce qu'ils plaquent toujours en haut, ils se baissent très mal. Vous les regarderez bien, ils sont toujours sanctionnés. Ça se passe toujours comme ça. Et c'est vrai qu'il faut modifier tout ça. C'est pour ça que si la règle se modifie, j'ai confiance dans le rugby, parce que si la règle se modifie, c'est un sport des plus intelligents qui existe. Vraiment. On reviendra sur l'intelligence de sport, parce qu'il faut en parler. Vous vouliez réagir, Cameron? Ouais, je voulais dire que je pense qu'on a s'adapté aussi le jeu par rapport à ce que les gens veulent voir. Et je pense que, franchement, les gens aiment bien quand il y a les grands costauds qui peuvent écraser un mur. Moi, j'étais le premier quand j'étais un joueur. Je voulais écraser les gens. C'était mon objectif, c'était mon boulot. Mais ça fait partie aussi de ce que les gens adorent regarder. Oui. C'est ça. Vous voulez dire que vous êtes aussi victime du succès médiatique de ce sport. C'est vrai que c'est un sport qui est devenu hyper médiatique, Pascal. On peut... mais de toute façon, c'est simple. Hein. Encore 2 chiffres qui vont être clairs. 2013, le top 14, moi, l'équivalent du top 14. Pas du tout. Mais j'adore les stats pour le sport. Oui, je l'ai pris pour 2013, ça, 32 millions d'euros, les droits télé de la LNR, de la Ligue nationale de rugby.
Canal+ et beIN Sport ont lutté pour obtenir les droits télé pour la prochaine période, 2019-2023. Aujourd'hui, c'est 97 millions d'euros la saison. Donc c'est de l'argent, c'est du Donc spectacle qu'il faut fournir. l'argent, et je pense que peut-être, c'est une question à l'ancien professionnel, c'est que comme c'est un sport-spectacle, mais comme au football, où on dit que quand vous rentrez dans un stade, ce n'est plus un stade de foot, c'est un spectacle. C'est un endroit où on vient voir un spectacle. Je pense qu'on leur demande aussi du spectacle, c'est-à-dire des contacts, mais... Moi qui suis encore un béotien dans le rugby, vous entendez le bruit d'un contact lors d'un plaquage. Vous avez l'impression que ce sont deux smirmors qui se rentrent dedans. C'est impressionnant. Je pense que les gens aiment bien ça, les joueurs aiment bien, les entraîneurs tous. Mais au bout d'un moment, je pense qu'on est dans une période où ça va tout changer. Parce qu'on voit Stéphane, vous étiez vous au cœur des matchs. On parle de spectacle. Vous avez vécu, vous, le top 14. Donc, ce sentiment que vous étiez aussi acteur sur le terrain d'un match qui devient plus un spectacle qu'un jeu, vous l'avez ressenti ? Oui, et l'arbitre, tous les arbitres essaient de participer à ce spectacle. Alors, dans leur choix, dans la façon dont ils arbitrent, ils participent au spectacle. Après, il faut se questionner sur la réalité de ce spectacle. Enfin, moi, je suis peut-être un petit peu âgé, mais j'aimais bien aussi voir beaucoup de passes. J'aimais bien jouer le jeu dans les intervalles. Et c'est des choses qui se perdent un peu. Oui, parce que le spectacle, c'est pas seulement que du contact, c'est aussi la beauté du geste. On y reviendra sur ce jeu un peu qu'on qualifiait un peu à l'ancienne, mais qui est peut-être sans doute l'avenir de ce jeu et peut-être un jeu que les All Blacks pratiquent avant nous maintenant. Juste, vous vouliez rajouter quelque chose, Pascal ? Non, juste, on parle de spectacle. Il n'empêche que un autre chiffre, entre 2003-2009, Johnny Wilkinson, qui est quand même Sir Wilkinson, un rugbyman extraordinaire, sur 6 ans, il a été éloigné des terrains 38 mois et demi, c'est-à-dire près de 3 ans pour cause de blessures. Donc un grand joueur qui aussi pratiquait l'évitement, il a été éloigné 3 ans des terrains. C'est juste énorme. Donc ce sport-spectacle, il fait quand même des dégâts, quoi qu'on en dise. Oui, mais lui, il jouait dans les intervalles, mais les gens allaient le chercher aussi. Donc il était affronté par les autres, donc parce qu'on allait sur sa zone d'impact, parce qu'on savait qu'il était différent, dangereux, donc c'était le meilleur joueur. Sauf que les blessures, elles sont luxation d'épaule. Oui, en essayant de plaquer quelqu'un de costaud, un croisé parce que c'était... Voilà, mais c'est classique. On parle les autres blessures sont aussi très importantes. Je crois que le taux d'incidence aujourd'hui au rugby, c'est 81 blessures pour 1000 heures de pratique. Ce qui fait du rugby clairement un sport à risque. Oui, les sports sont à risque. Certes. À risque, depuis d'ailleurs quelques années, il faut dire que certains médecins, dont vous faites partie d'ailleurs Christian, alertent sur les dangers liés à l'évolution de ce sport dont on parle. C'est le cas du professeur Chazal, neurologue réputé et ancien joueur qui a rencontré Thierry Vildary. Les conséquences médicales, on écoute ce que nous dit le professeur Chazal. Jean Chazal est à la fois ex-rugbyman et un des plus réputés neurochirurgiens français. Il fut un des tout premiers à alerter sur les dangers de la violence des chocs dans le rugby. Des chercheurs américains viennent récemment soutenir ces craintes, les images IRM inédites d'un cerveau qui a subi des commotions. Voici des zones endommagées qu'on ne détectait pas auparavant. Les séquelles peuvent être légères, passagères ou immédiates et plus graves. Après un choc qui s'est centralisé là, les joueurs, les sportifs se disent pas bien. Ils disent dans les jours qui ont suivi, je dormais mal, j'avais un trouble de l'attention-concentration, je regardais la télé mais j'arrivais pas à me fixer, j'étais incapable de taper sur mon ordinateur. C'est un trouble de l'attention-concentration, finalement de la conscience. Alors Christian Bagat, votre confrère, le professeur Chazal, qui... Oui, nous l'avions intégré au niveau de la... commission d'un organisme que nous avions créé, qui était une sorte de réunion de tout un tas d'experts, et il en faisait partie, et donc nous l'avions interrogé sur cela. Il y avait aussi...
le professeur Loiseau, Hugues Loiseau, qui est à Bordeaux. Sur le rachis, on avait professeur Vital aussi. Oui, ce qu'il dit est juste et vrai. Bien entendu, je ne me permettrai pas. Le corps médical n'est pas entendu par les instances fédérales. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand on a parté avec Stéphane, que la révolution va se faire par les médecins. C'est-à-dire que c'est à l'IRB, le docteur Martins, qui est le coordinateur, le médecin, je crois que c'est le directeur de la commission médicale de la World Rugby maintenant. C'est avec lui qu'on avait modifié les règles. Il ne faut pas oublier, parce qu'on parle de tout ça, mais quand on avait fait le changement de la mêlée et que nous avions imposé que les mêlées se fassent avec des temps, etc., on a éloigné toutes les blessures et ça n'a pas empêché que la mêlée continue à être un lieu d'affrontement avec des règles, etc. Le jeu, si on fait les règles qu'il faut, va être beau, va être intéressant, va toujours être spectaculaire, mais pendant un temps, il va y avoir une période de transition où on va réapprendre certaines choses. Vous parlez du corps médical. Est-ce qu'on peut imaginer une position justement du gouvernement sur cette question de santé publique, qui en est une? Oui, certes, mais vous avez plein vous savez, il n'y a pas que le rugby qui est traumatique, tous les sports le sont, la plupart. Les plus traumatiques, c'est pas le rugby d'ailleurs, entre parenthèses, où il y a le plus de morts, etc. Je veux pas me défrayer du rugby par rapport à d'autres, mais il y a plein d'autres sports où il y a beaucoup de morts toutes les semaines. Voilà, donc vous en faites pas. Par exemple, le ski, vous avez beaucoup de gens qui meurent au ski tous les jours, malheureusement. Et c'est comme ça. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres aussi. C'est pour ça. Concentrons-nous sur le nôtre. Voilà. Ouais, mais il ne faut pas le fustiger non plus en le montrant du doigt, en disant il n'y a que lui. Non. Alors, il y a beaucoup de traumatismes dans différents sports. Le nôtre. On doit laver notre linge sale en famille, et puis c'est dramatique parce que c'est des enfants qui meurent. Il est hors de question de continuer. Voilà. Mais ne pas dire qu'il n'y a que le rugby. Non, c'est pas vrai. Non, il n'y a pas que le rugby. Bien sûr que non. Stéphane, vous initiez de jeunes arbitres, vous encadrez, puisque aujourd'hui vous n'arbitrez plus, mais vous encadrez de jeunes arbitres. J'imagine que vous les sensibilisez à ce danger-là, à l'appréhension du danger. Oui, bien sûr. Alors, ils le sont par l'ADNA, la direction de l'arbitrage, puisqu'ils sont réunis régulièrement et le jeu déloyal et notamment les plaquages en font partie. Et puis, effectivement, quand on débriefe sur des matchs et que on détecte des situations qui ont été... à notre sens mal arbitré, on les sensibilise pour que derrière, ça ne se reproduise pas, quoi. Après, il est difficile de prendre une décision sur l'instant. Alors, depuis quelques années, les arbitres top 14 du plus haut niveau et au niveau international sont aidés par la vidéo. Donc, on peut prendre des décisions par rapport à ça, par rapport au jeu déloyal. Au niveau en dessous, c'est beaucoup plus délicat, puisque... les situations se déroulent très rapidement, la vision de l'arbitre n'est pas infaillible et la décision elle doit être immédiate. D'accord. Cameron, on entendait tout à l'heure le professeur Chazal parler des pathologies et puis des répercussions, des symptômes vous avez eu cet incident il y a 3 ans. Vous êtes comment aujourd'hui? Vous avez toujours des séquelles? Vous en souffrez toujours? Oui, bien sûr. Mais après, il fallait que je fasse un peu de recherche sur les autres athlètes qui ont eu les mêmes problèmes et comment ils ont réagi. Parce que franchement, il n'y avait pas beaucoup de soutien, je peux dire, ou connaissance pour qu'est-ce qui va marcher pour moi. Donc c'était plus, quand j'étais plus à le club, à la section pavoise, c'était à moi de trouver les solutions. Et donc, j'ai cherché les choses qui marchaient pour moi, qui ne vont peut-être pas marcher pour quelqu'un d'autre. Par exemple, avec irritabilité, il faut que je prenne le magnésium. Pour dormir, il faut que je prenne un médicament léger. Et tous ces 2 médicaments, ça peut aider aussi avec les migraines. Donc, chacun est différent. Et on voit bien que moi, je n'étais pas KO. Je pense qu'il y a un stigma avec les commotions cérébrales que les gens pensent pour avoir une commotion. Il faut qu'il y ait une perte de conscience. Mais c'est pas du tout vrai. Pas du tout le cas. Non, pas du tout. Parce que et vous vous êtes senti un peu abandonné par le club? Vous disiez là à l'instant que vous vous êtes un peu débrouillé tout seul. C'est-à-dire qu'après on vous a laissé un peu dans la nature?
Oui, je ne veux pas trop tomber dedans parce que je ne suis plus là. Donc vous êtes toujours en traitement là, Cameron, vous avez toujours un traitement médical? J'ai un traitement médical, mais c'était fourni par mon médecin au Canada. D'accord. Le cas de Cameron, docteur Bagat, évidemment, c'est un cas lourd, enfin, qui l'impacte 3 ans après, ce qui veut dire que ces conséquences de traumatisme sont réelles et prégnantes. De toute façon, l'individu, chacun d'entre nous, dans tous nos traumatismes de la vie au quotidien, ça impacte dessus. Alors là, c'est très grave. Ça aurait pu être encore plus grave, parce que quand même, là, il y a un geste d'anti-jeu flagrant. Il y aurait eu un carton rouge avec les règles d'aujourd'hui sur son impact, puisque l'autre arrive avec le bras en avant, donc carton rouge, etc. Donc voilà, on va progresser, on va grandir tous ensemble. Moi, je l'espère de tout cœur, parce qu'encore une fois, on a un sport et on a des moyens de légiférer, c'est sûr. Alors, maintenant, si ça arrivait, ce plaquage, ça devrait être déjà un carton rouge pour le coude et un carton bleu par l'arbitre pour que je sorte. Donc la même situation 3 ans après n'aurait pas eu les mêmes conséquences, c'est ce que vous voulez dire à peu près? Oui. C'est certain. Oui. C'est certain. Donc les choses... Parce que quand il sort, s'il sort d'emblée, il est bien d'avoir son traumatisme, mais il continue pas à faire bouger sa boîte crânienne comme il l'a fait bouger dans le match, aller se mettre dans des trucs, et donc il continue à faire des micro-traumatismes, et c'est cela qui se rajoute. C'est la blessure qui s'ajoute à la blessure. D'accord. Et là aujourd'hui, et c'est ce que démontrait Chazal tout à l'heure. J'ai fait 4 plaquages après. Ouais. Et donc là, l'arbitre, il est... 4 plaquages. Voilà, donc 4 fois, il a un traumatisme après. Donc la boîte crânienne va bouger comme ça. Donc là, la responsabilité de l'arbitre, elle est grande aujourd'hui. Dans un cas comme ça, il faut que l'arbitre soit ferme. À condition que les règles le permettent. Oui, non, mais là, aujourd'hui, elles le permettent un peu plus. Aujourd'hui, elles le permettent un peu plus. Mais si on leur donne encore plus de moyens aux arbitres, ça va aller encore mieux. Oui, c'est pour ça qu'on est tous liés. Il ne prend pas de risque, là, l'arbitre, en l'occurrence, aujourd'hui? Il ne prend pas de risque, mais après, il peut se retrouver souvent sous la pression de coach ou de joueurs même qui veulent absolument rester sur un terrain. Donc ils peuvent simuler, ne pas reconnaître qu'ils ont eu un traumatisme. Et du coup, mais en tout cas, les arbitres prennent des décisions actuellement facilement pour sortir les joueurs. Ils sont humains, ils ne vont pas... Et on leur demande aussi de renvoyer la responsabilité sur l'entraîneur quand ils voient que les entraîneurs s'opposent un petit peu à la sortie. Ils leur disent, écoutez, votre joueur n'est pas bien, là. Il faut absolument le sortir parce qu'il a une commotion et vous en subirez les conséquences comme lui plus tard. Alors on a un message sur Facebook, le rugby de l'hémisphère sud a envahi le rugby européen, les contacts, le poids, l'engagement physique, on s'est un peu perdu sur les vraies valeurs de notre sport à nous. C'est un peu vrai tout ça? Oui. On disait tout à l'heure cette comparaison. Sûr, oui. Mais regardez, vous avez des gens qui... maintenant les Néo-Zélandais jouent un rugby dans les intervalles. Et ils sont les meilleurs. Vous regardez le Stade Toulousain, ils jouent le rugby dans les intervalles avec une vitesse d'exécution qui est plus rapide que beaucoup. Et ils sont parmi les meilleurs aujourd'hui dans notre top 14. Donc voilà, je pense qu'il y a une prise de conscience. Et si, en plus, on facilite par l'arbitrage avec de nouvelles règles, c'est de nouvelles règles, parce qu'ils ne peuvent pas appliquer des règles qui n'existent pas encore, eh bien vous verrez qu'on peut avoir un sport attrayant qui fasse bouger les foules. On n'est pas obligé d'avoir des gladiateurs aussi. Justement, alors, voilà. Oui, comment repenser le rugby, limiter les chocs et les commotions? À Agen, alors vous parliez de Toulouse, mais à Agen, l'entraîneur des Espoirs, Alain Garcia, a décidé justement, lui, de réviser sa copie. Il est vrai qu'il dénonce notamment le plaquage à 2. Regardez ce reportage de Jean-Michel Dagné et Benoît-Pierre Morin. Le double plaquage consiste pour 2 défenseurs à stopper le porteur du ballon, l'un au pied, l'autre au thorax. Le choc qui en résulte occasionne des commotions cérébrales. Pire même, depuis le début de la saison, 2 jeunes ont perdu la vie sur le terrain. Ça m'a beaucoup affecté parce que c'est mon sport, c'est quelque chose que je pratique tous les jours. Donc c'est sûr que ça fait peur. Les gabarits qu'il y a maintenant et tout, c'est beaucoup plus basé sur le physique, sur arrêter plus le joueur que le ballon. C'est plus tourner vers ça, mais c'était plus le jeu forcément. Et là, le spectacle, c'est un peu plus
Les grands gaillards et avancer. Côté entraîneur, la mort des jeunes joueurs du Stade français et d'Aurillac va faire évoluer les techniques en défense, notamment au SUA. Les idées, ça va être plutôt l'attaque à l'intérieur, ça n'a rien changé, on prend en bas, et peut-être venir sur des situations moins engagées physiquement, plus sur le ballon, profiter. Première chose, il y a eu une position immédiate mercredi dernier où je me voyais mal reproduire les séquences d'entraînement sur ces thèmes-là. C'est une position personnelle et ensuite c'est une discussion avec le staff technique, avec Olivier Campan et Julien Guillard, pour voir quelles modifications on pouvait apporter à notre organisation défensive, pour rester malgré tout efficace en défense, mais pas reproduire ces schémas-là. Dans ce sport dit de combat, le double plaquage et d'autres pratiques trop violentes devront disparaître, car la mort d'un joueur n'est pas un spectacle. Alors justement, ce message qui est un peu en rapport avec le sujet, sur Facebook, favoriser le jeu de passe et d'évitement, baisser les plaquages en dessous de la ceinture, port du casque obligatoire et sanctions plus sévères pour les mauvais gestes. Stéphane Pomarède, ça vous semble là l'avenir de ce sport sur le changement des règles ? Alors c'est vrai que la multiplication de ces accidents, et malheureusement, fait qu'on va essayer de prendre des décisions très rapidement. La difficulté, c'est de prendre les bonnes décisions quand on change des règles. Le plaquage, faire disparaître le plaquage à 2, ça peut être une bonne décision, effectivement. Mais après, il va falloir que la forme de jeu change derrière aussi, parce que si on garde des centres comme les Bastaro actuellement et qu'il faut 2 joueurs pour arrêter un joueur comme ça et qu'on ne permet plus le plaquage à 2 derrière, on peut se questionner sur le joueur qui va aller se mettre en position. Parce que là, il ne peut même pas le plaquer sous la ceinture, c'est ça que vous voulez dire, même pas. Parce qu'il y a trop de puissance. Ah oui, ça va être difficile d'arrêter un autobus. Comme peut l'être Bastaro, quoi. Donc c'est là où il faut vraiment bien juger de ce qui peut être bon et bénéfique pour l'évolution du rugby, quoi. Le port du casque obligatoire, je ne suis pas tout à fait favorable non plus. Enfin, Cameron, je vois qu'il me fait... moi pareil, je suis contre. Oui, voilà, Cameron, vous êtes pour J'ai porté un casque la moitié des matchs et les gens pensent que le casque va aider avec les commotions cérébrales. C'est pas du tout ça. Une commotion cérébrale, c'est quand le cerveau bouge dedans l'écran. Donc si ça tombe, coup de lapin, ça va faire le même effet. Ça protège contre les coupes. Les plaies, effectivement, c'est très peu épais, c'est 7 mm un casque. Oui, mais alors si on vous écoute, Stéphane, Christian Bagat, il nous dit que finalement, tant qu'on n'a pas réduit la masse musculaire, on n'aura pas réglé le problème du rugby. C'est pas obligatoire. C'est pas ce qu'il a dit. Hein. C'est pas ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit. D'abord, premièrement, le plaquage à 2, c'est une hérésie mais une hérésie de dire que c'est la faute des plaquages à 2, parce que je reviens sur malheureusement ce qui nous est arrivé à l'UBB et sur ce qui s'est passé. C'est vraiment un accident dans la plus pure, c'est la définition du mot accident. C'est-à-dire que c'est pas le plaquage à 2 qui provoque l'accident, c'est 2 joueurs qui sont, même s'il y a un plaquage à 2, ils arrivent à 2 dessus, c'est en fait l'impact se fait sur 2 joueurs, l'un et l'autre. Et c'est la tête qui va être prise en porte-à-faux sur un angle incroyable. Vous le faites 20 fois, Dieu merci, 19 fois ça passe à côté, même 19 fois et demi sur 20. Là, c'est tapé en plein et les 2 joueurs se cognent la tête à un moment précis. C'est pas le plaquage à 2 qui fait ça. Oui, d'accord. Donc s'il y a un plaquage à 2, oui, mais il faut les règles en 2, il faut plaquer sous les jambes. Et vous savez qui va être en danger aussi, il faut y réfléchir, ça va être les 2 plaqueurs. Parce que c'est eux qui peuvent se faire mal entre eux. Oui. Parce que c'est lui le plaqueur sur son accident. Et une autre commotion que j'ai eue en 2009, c'était pareil. Moi, je l'ai pris en haut, l'autre, il l'a pris en bas. Voilà. Et on se retrouve comme ça. L'un contre l'autre. Les têtes contre l'autre. Et pourtant, les commotions. C'est avec son partenaire et pas avec l'adversaire. C'est pour ça que je vous dis. Donc il faut y aller. Il faut légiférer sur les règles. Il faut prendre le temps des choses, ça va se faire. Il faut faire vite parce qu'il y a des gens qui meurent.
Mais voilà, il faut... Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, les deux... Et le casque, c'est une hérésie. Ça sert à strictement rien, si ce n'est à faire croire au gosse qu'il est capable d'aller péter tout fort, etc. Et ça ne sert à rien du tout. Si, pour les coupures et pour les oreilles, parce que les mamans, elles n'aiment pas que les enfants aient les mauvaises oreilles. C'est tout. Alors, voilà. Les beaux oreilles. Justement, il vaut mieux... Voilà, ça c'est une vraie oreille. Vous parliez de l'évitement, ce qu'on appelait le rugby à l'ancienne, le jeu de passe. On pourrait citer les noms, les Spanghero, tout ça, cette époque-là. C'est Boniface. C'est Boniface. C'est ce rugby-là vers ce rugby-là qu'il faut revenir. Vous parliez des All Blacks qui ont une autre forme de jeu. Si on modifie les règles et qu'on oblige les joueurs à plaquer au niveau de la taille ou en dessous, il est clair que ça va libérer la partie haute du corps et ça va leur permettre de jouer, de passer des ballons. C'est ce que font les Blacks. Absolument. Actuellement, l'objectif du joueur qui plaque haut, c'est pas forcément de plaquer haut, c'est vraiment d'empêcher l'autre de jouer le ballon. Soit en lui arrachant, soit en lui étouffant, ne lui permettant pas de jouer. D'accord. Donc, est-ce qu'il faut revenir sur cette pratique-là ? Là, oui, je pense. Si on veut voir du jeu dans les intervalles, du jeu de passe et de la continuité dans les intervalles, en faisant un plaquage au niveau de la taille ou en dessous, c'est clair qu'on va voir du jeu. On va avoir plus de jeux. Mais vous voyez quand même qu'aujourd'hui, je reprends l'exemple d'Antonio qui fait 146 kg, qui est un monstre de muscle ou un Bastaro. Si vous essayez de le plaquer aux jambes, il ne faut pas se leurrer. Alors, faut pas se leurrer. Le plaqueur, alors moi je fais 60 kg, donc j'irai jamais, c'est sûr. Je ne suis pas comme Cameron, mais quand vous voyez le nombre de refus aussi que vous avez sur les actions où un ailier est lancé, que vous ne pouvez pas l'arrêter, alors effectivement il y aura des essais. Après, est-ce que ça va alors je reviens toujours au droit télé, au spectacle, etc. Est-ce que ça va vraiment plaire au public si vous avez plus ce jeu de combat, de contact c'est toujours le problème de se dire est-ce qu'on... Vous savez, quand nous avons modifié les règles de la mêlée, on m'avait accusé d'avoir émasculé le rugby. Donc je ne l'ai pas émasculé. Ceux qui l'ont fait, et notamment on l'a fait médecins, arbitres ensemble, fédération, IRB à l'époque, ça s'est passé comme ça. Là, il va falloir s'y habituer. Il va y avoir un temps de latence dans lequel on va avoir l'impression de ne pas... Très très bien au rugby. Et elle joue un rugby qui est celui que nous aimons parce qu'elle joue dans les intervalles. Sauf les Anglaises, qui jouent comme des hommes. Donc c'est dommageable parce que qu'est-ce que c'est beau le rugby féminin. Et pourquoi essayer d'imiter les hommes ? Elles ont un rugby qui est merveilleux. Est-ce que la question se pose dans les autres pays ? C'est un message qu'on nous adresse là, sur Facebook. Est-ce que les autres pays ont la même problématique ? Vous savez qu'au niveau des traumatismes, vous avez énormément d'accidents. Il y a eu à une époque en Irlande, on s'était penché dessus, ils voulaient empêcher le rugby universitaire et le rugby scolaire parce qu'ils avaient des très grands blessés. Donc ça existe partout. Voilà, c'est aussi ça qui a fait évoluer les problèmes des mêlées, puisque mêlées écroulées, des gosses qui s'entraînaient même pas et qui faisaient du rugby scolaire et qui se retrouvaient tétraplégiques. Donc oui, ça existe partout, mais tout le monde se cache un petit peu à un moment donné derrière son petit doigt. Est-ce que vous diriez que la fédération, les instances, les comités sont un peu en retard d'une guerre, qu'ils ont été un peu frileux, qu'ils ont un peu... Non, je dirais pas ça. Je dirais pas ça. On est obligé de prendre. Voilà, il y a une évolution. Tout à l'heure, vous disiez, est-ce qu'il faut revenir au rugby de... Non, on va pas revenir au rugby de Mazot, on va pas revenir au rugby de Trio, ni des frères Boniface. Par contre, qu'est-ce qu'il était beau, mais c'était à une époque. Le rugby a évolué. Il faut qu'il continue d'évoluer. On va avoir d'autres beaux espaces. Vous savez, aujourd'hui, quand vous regardez Ntamak nous faire ce qu'il est en train de faire, je parle du fils. Il fait des belles choses. Voilà. Et je vois des petits gabarits, ils font des choses extraordinaires. Serein, jusqu'à preuve du contraire, il ne fait pas 2,12 m et voilà. Donc, vous connaissez, je suis canadien, donc j'ai joué au hockey sur glace au Canada, très jeune. Rugby, football américain, lacrosse, j'ai joué beaucoup de sports de contact. Et peut-être c'est difficile d'entendre, mais la France est derrière les autres pays par rapport aux États-Unis et le Canada. C'est simple, je pense qu'ils ont eu les gros problèmes avec les footballeurs américains, les joueurs d'hockey sur glace, avec les suicides. Ça sonnait l'alarme plus tôt, je crois. Peut-être c'est pour ça, ou peut-être c'est pour ça qu'on est en retard en France, mais
à la fin, on est en retard. Oui. Et il faut Mais pas qu'en s'adapter. France. Pas qu'en France. Mais Dans le rugby. Ouais. Ouais, ouais. Alors, donc, oui, vous dites qu'on est un peu en retard et que c'est le moment quand même de réagir et donc de le faire évoluer ce sport. On verra évidemment les décisions qui seront prises, puisqu'on en discute aujourd'hui à la Fédération. Alors, dans ce contexte où la santé des joueurs est devenue un sujet de préoccupation majeur, est-ce qu'il ne faut pas craindre justement une baisse du nombre de licenciés, particulièrement chez les jeunes? Est-ce que les parents, les mamans, compte tenu de ce qu'ils entendent, de ce qui se passe, ça peut... Il y a déjà des statistiques, on va demander à Pascal, qui est le roi des chiffres, mais je pense qu'il y a une baisse du nombre de licenciés déjà, globalement. Moi, je l'ai le chiffre. Je pense que, honnêtement, oui. Il y a une vous, là, sur ce coup-là, vous les avez cherchés. Il y a une baisse des licenciés de 5,5%. Non, mais il y a toujours une crainte, mais il y a toujours des dégâts collatéraux, comme on dit, quand on met en avant. Là, on a mis en avant, il y a 4 décès coup sur coup, donc il ne faut pas se leurrer, évidemment. Mais je dirais que le public est peut-être versatile. Et si demain l'équipe de France gagne le tournoi destination et fait une bonne Coupe du Monde, vous allez vous dire, il y a un effet Coupe du Monde, un effet tournoi destination et ça va repartir à la hausse. Je pense qu'aujourd'hui, le rugby féminin, le nombre de licenciés dans le rugby féminin est à la hausse. Parce que c'est du beau jeu, parce que l'équipe de France de rugby féminin est au top, elle gagne le tournoi destination, elle fait les grands chelems, on espère qu'elle gagne un jour une Coupe du Monde, donc je pense que c'est quand même très lié, et que je dirais qu'aujourd'hui on a quand même un objectif avec le rugby à 7 aussi, Paris 2024, qui va faire qu'on va peut-être régler les problèmes avant pour avoir des sports au top niveau. On a lancé énormément de médailles. Sur cette question d'érosion des effectifs, elle peut se poser. Le contexte aujourd'hui est un peu difficile pour le rugby. Est-ce que ça peut créer une sorte d'hémorragie chez les clubs? Vous le pensez, Cameron? J'ai pas trop compris la question, mais par rapport à ce que vous disiez, les numéros des licenciés. Moi, j'ai joint le club nautique de Libourne je fais l'aviron. Il y a beaucoup de joueurs qui vont être les deuxième lignes, les troisième lignes, parfait. Et sauf que je pense que soit eux, soit les parents, ils ont peur, ils hésitent parce que ça devient de plus en plus dangereux. Donc, quand j'en parle avec eux, c'est souvent le cas. D'accord. Donc là, il y a nécessité quand même, je m'adresse à vous, les hommes de l'intérieur du Sérail, il y a nécessité de refaire une communication, de redonner un peu confiance aujourd'hui autour du rugby. Il est clair que l'institution doit redorer cette image du rugby parce que, comme vous disiez, les mères, les mamans ont des difficultés à mettre leurs enfants dans les écoles de rugby et le symptôme, ce que l'on voit, c'est cette érosion dont vous parliez. Je pense que la fédération est en train de prendre les choses en main. Malheureusement, en face, la fédération internationale, le board ne réagit pas comme on aurait pu l'espérer, donc comme la fédération aurait pu l'espérer. Mais comme disait Christian tout à l'heure, je pense que ça va se jouer au niveau médical et en montrant un petit peu au niveau international ce qui se passe en France et qui doit aussi se passer dans les autres nations. Les règles vont être modifiées et je pense que ça va donner une autre vision sur le rugby et en tout cas je l'espère parce qu'on peut pas rester sans rien faire, c'est pas possible. Oui, on peut pas rester sans rien faire, mais on peut pas être les seuls à faire au fond parce que vous expliquez qu'on est dans un contexte international et c'est une modification de règles, donc ça sera au niveau international. À d'autres pays et que donc tout le monde doit être un peu sur le même pied d'égalité, c'est ça peut-être la difficulté, Christian Bagat? Oui, et en même temps, c'est la solution. Donc le problème que nous avons aujourd'hui, c'est aussi les assurances qui vont commencer à tousser un petit peu. Parce qu'on a eu une époque où les assurances ont failli abandonner le rugby. Et là, ça a fait prendre conscience aussi, en Irlande, ça avait pété. Chez nous, ça avait été très difficile. On avait réussi, on l'a prouvé avec les tétraplégistes sur les mêlées. Donc ça, c'est quelque chose qui a montré que le rugby savait évoluer et savait s'adapter. Aujourd'hui, nous devons le faire de la même façon.
parce que tu disais très justement que, Cameron, que lorsque ils sont en avance, c'est vrai, les Américains ont été en avance, mais c'est parce qu'ils ont eu tellement de traumatismes et tellement de pathologies induites qu'ils ont été en avance, mais ils ont mis près de 50 ans avant de réagir. Nous, là, on va réagir dans les 3 ans, 4 ans, 5 ans maximum. Donc, on va réagir plus vite quand même. Donc, c'est important de dire ça. Hein. Oui. Et c'est pareil. Voilà, il y a eu une prise de conscience. On a une prise de conscience aujourd'hui. Donc, on va réagir. Les gens vont réfléchir vite, parce qu'il faut réfléchir vite, parce que des gosses meurent, encore une fois. Mais on va y arriver. Mais il faut tous ensemble, parce que c'est un des plus beaux sports qui existent. Voilà. Et je suis sûr qu'on va y arriver. Mais on passera par l'IRB, par la World Rugby. Maintenant, j'ai du mal. Je suis un vieux. Donc, on passera par la World Rugby. Et il faudra passer par Martins, parce que c'est lui le patron de la médicale, qui va passer avec les arbitres, parce que les arbitres sont éminemment importants. Ils voient plein de choses, mais ils ne peuvent pas tout dire. Donc là, ils vont pouvoir parler. Et c'est tout ce consensus qui va se faire là. Et on va évoluer sur les règles, on va évoluer sur les... Et vous allez voir qu'on va réavoir confiance. Voilà. Déjà, le fait qu'il y a le carton bleu et le fait qu'il y a les plaquages pas plus que l'épaule. Ça a baissé ça sécurise, ça améliore déjà la sécurité des joueurs. C'est une très bonne chose pour le rugby. Et puis ça va baisser encore, et je pense que ça va arriver. Et puis la façon dont ils s'entraînent aussi est en train de changer dans les écoles de rugby. Le président de la fédération a fait modifier les règles. Oui, c'est très important. C'est-à-dire que maintenant, les 2 contre 1 se jouent et on ne va pas péter dans l'adversaire. Sinon, on abandonne le ballon à l'adversaire. Donc ça veut dire que la règle va obliger à faire des passes. On oblige ça. Et comme vous l'a dit tout à l'heure l'entraîneur d'Agen, Garcia, ils sont en train de réfléchir à tout ça. Donc si tous ensemble on s'y met, on va y arriver. Mais par contre, quel drame et que de drame vous avez dans vos grands blessés. On a échappé à un drame d'un gosse de 12 ans. Récemment, je l'ai eu au téléphone, il a récupéré, il a fait une tétraplégie C3, C4. Est-ce qu'il ne faut pas interdire justement le plaquage avant un certain âge maintenant dans les écoles de rugby ? Mais en plus, il l'explique très bien. Il le dit lui-même. Non, c'est vraiment accidentel. Et il le dit, à un moment donné, je lui dis, mais on t'a plaqué comme un plaquage en cathédrale. Il me dit non, je me suis senti juste soulevé et mis sur le côté, mais c'est ma tête, je la pose mal. Enfin voilà, ça se passe mal. Et il devient tétra sur le coup. Et grâce aux gens qui sont intervenus, il a récupéré très vite et il a été opéré très très vite dans de très bonnes conditions. 12 ans, donc stop. À quel âge elle commence à faire les plaquages en France ? À quel âge ? Mais dès l'école de rugby. Stéphane qui est là, ça a été depuis cette saison, dans les écoles de rugby justement, il commence à 12 ans et progressivement. Voilà, c'est le cas. Au départ, c'est et puis on fait rentrer les enfants dans un processus d'évolution sur le plaquage. On commence par les faire rentrer sur du contact, du toucher, et puis après, on va jusqu'au plaquage. Mais en tout cas, les débutants, on ne leur permet pas de plaquer. Est-ce qu'il y a une formation pour les entraîneurs, pour les éducateurs ? Il y a un travail qui est fait, il y a une formation qui est faite pour les éducateurs. Après, c'est l'accompagnement qui doit être fait de ces éducateurs pour que cette formation soit réactualisée ou actualisée en permanence. Est-ce que c'est obligatoire ? Oui. La formation est obligatoire. D'accord, ok. Oui. Alors souvent, dans les écoles de rugby, ce sont les parents, l'environnement proche des enfants qui s'inscrivent dans cette formation-là pour des problèmes affectifs, parce qu'ils veulent accompagner leurs enfants sur les plateaux. Ce qui est en train d'être mis en place par la fédération, c'est l'actualisation de cette formation avec un accompagnement par des conseillers techniques qui vont aller dans les clubs de manière à accompagner ces éducateurs, ces entraîneurs pour leur rappeler un petit peu certaines choses. Tant mieux, parce que je rencontre les jeunes qui s'entraînaient les jeunes il y a quelques années et ça fait peur. Donc j'espère que ça va changer. Il nous reste une minute, Christian Bagat. On finira avec vous, Cameron. Juste le mot de la fin pour vous. Mais Christian Bagat, on a fait un peu le tour de la question. Vous disiez, on a des raisons d'être optimiste, il faut l'être. Les choses vont évoluer. Oui, absolument. Je suis convaincu. Je suis toujours optimiste dans la vie et dans l'homme. Et je suis sûr que l'homme va encore grandir et le rugbyman va grandir. Après, c'est une prise de conscience de tout le monde, quoi.
Il ne faut pas être trop naïf, mais moi j'y crois en tout cas, il faut se battre. On l'a fait pour les mêlées, on peut le faire pour le reste. Bien. Cameron, vous avez arrêté votre carrière internationale il y a 3 ans, à l'issue de ce traumatisme. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? J'ai déménagé à Bordeaux. Là, je suis à la recherche de travail. Je suis là avec ma femme qui cherche dans l'œnotourisme. C'est un mot difficile à dire. Œnotourisme. Œnotourisme. Le vin, hein, Oui, dans le vin. Et non, on est très bien ici, donc on va rester quelques années là et on verra qu'est-ce que ça donne. Vous regardez les matchs encore à la télé ou vous allez au stade? Comme je disais tout à l'heure, avec les protocoles commotion, ça me gonfle quand je vois un joueur qui sort et qui peut rentrer dans 10 minutes. Donc ça me fait triste. Donc D'accord. Voilà, je prends moins de plaisir quand je regarde les matchs maintenant. Merci, ce sera le mot de la fin. Cameron, merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir regardés, d'avoir réagi aussi. Et merci de votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous au prochain débat citoyen de Disputando. Merci.